J'ai déjà parlé qu'un des objectifs de cette formation est une compréhension plus approfondie de l'univers qui nous entoure. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une chose de suivre l'actualité d'un seul coup, et c'est une autre chose de réaliser que l'actualité, que l'information journalistique est moins le reflet de la réalité qu'une interprétation particulière de cette réalité, et que cette interprétation dépend d'une multitude de facteurs différents. Un de ces facteurs, c'est essentiellement ce que l'on peut appeler les règles non écrites du journalisme. Anne-Marie Gingras, dans son ouvrage, met en évidence que pour réaliser leurs nouvelles politiques et économiques en particulier, les journalistes, conformément aux attentes des médias pour lesquels ils travaillent, suivent des règles non écrites, mais qui dominent largement leur pratique. La première règle non écrite de la collecte de l'information se réfère au fait que les journalistes sont essentiellement obligés de suivre des sources dites légitimes de collecte des informations. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez... Un journaliste ne peut pas tout simplement écouter ce que quelqu'un lui dit dans la rue et l'imprimer sans avoir, sans une mise en vérification beaucoup plus approfondie, qui nécessite un travail beaucoup plus approfondi. En l'occurrence, considérant leurs contraintes de temps, d'argent, de ressources, les journalistes vont habituellement refaire reposer leur reportage et leur travail sur ce qu'on appelle des sources légitimes dans la collecte de l'information. Dans ces sources dites légitimes, on peut inclure les fils de presse, des agences de presse nationales et la couverture des activités des institutions. Le Parlement, le tribunal, la mairie, les partis politiques, syndicats, bourses, organisations locales, régionales, internationales et les déclarations des personnalités publiques. Pourquoi? Parce qu'en se référant à ces sources-là, les journalistes n'ont pas besoin de justifier leurs sources, de justifier leur collecte de l'information. La collecte de l'information est légitime parce qu'elle provient de ce qui est considéré ou ce qui est perçu comme une source légitime d'information. La deuxième règle non écrite de la collecte de l'information se réfère au fait que les journalistes dépendent en bonne partie des rapports gouvernementaux, des rapports d'activité ou financiers des grandes institutions et des grandes entreprises privées commerciales. Encore une fois, les journalistes, à défaut de temps et de ressources et d'énergie d'argent, vont très souvent simplifier leur travail en allant vers des éléments qui sont déjà préformatés et qui sont déjà essentiellement mâchés pour eux. Les grands, comme on le mentionnait, les gouvernements, les grandes institutions sociales et les grandes entreprises savent comment présenter l'information pour que les journalistes puissent la récupérer de la manière la plus simple qui soit. En l'occurrence, le journaliste peut littéralement prendre un communiqué de presse, le réimprimer dans son journal ou le lire en ondes et son travail est à toute fin pratique presque fait. Mais cela fait en sorte qu'ils deviennent majoritairement des courroies de transmission, de simples porte-voix, de simples dactylos de l'information, qui n'analysent pas l'information, mais qui recrachent tout simplement, sans véritable analyse, ce que des intérêts privés ou politiques vont avoir proposé. La troisième règle non écrite en matière de collecte de l'information se réfère au fait que les journalistes dépendent beaucoup des conférences de presse et de la grande entrevue. La conférence de presse est assez évident, c'est une source qui est ouverte à tous, qui peut être enregistrée, qui peut être... Très souvent, la conférence de presse les journalistes vont obtenir une version papier du texte qui aura été prononcé et des détails du programme, du projet ou du produit. Ce qui fait en sorte qu'un un journaliste peut facilement récupérer cette nouvelle et la mettre sans se faire accuser de manipuler une source non crédible. La grande entrevue fonctionne un peu sur le même concept, à savoir vous avez avec une personnalité connue une rencontre en direct, tout est retranscrit, tout est filmé ou enregistré, donc on ne peut pas remettre en question la validité de ce qui y est dit. Ce qui est intéressant par contre au niveau de la grande entrevue, c'est que euh, elle est associée très souvent à une
volonté d'autopromotion de la personne qui le donne, cette entrevue-là. En l'occurrence, on peut très souvent accuser les journalistes de participer au théâtre politique ou au jeu de marketing des gens qui se font passer en entrevue. C'est une accusation qui est tout à fait légitime, mais qui, pour des raisons qu'on va voir un petit peu plus tard, n'empêche pas le fait que c'est extraordinairement populaire et que ça donne beaucoup de visibilité aux groupes de presse. Quand on parle des informations directes, il y a donc deux sources d'informations. D'un côté, vous avez les sources d'informations directes, qui vont être justement, comme je le disais, quelque chose que les journalistes peuvent voir en temps réel. Une entrevue, une conférence de presse, ce sont autant de sources directes qui peuvent être exploitées. Au niveau des sources d'informations indirectes, c'est tout ce qui a déjà été traité, c'est toute l'information qui n'est pas de premier niveau, à savoir la dépêche d'une agence de presse, une information véhiculée par un autre média, l'écoute des ondes radio des services publics, police, ambulance, etc., communiqué ou texte émanant d'un service de relations publiques ou de relations de presse. C'est quelque chose, évidemment, qui peut être repris facilement parce que c'est une source légitime, mais c'est une source légitime d'information qui n'est pas directe. La question des sources, dans l'occurrence, sont importantes et sont régies par une série de règles écrites et non écrites. Je ne suis pas passé cette fois-ci parce que ce n'est pas une formation portant sur le métier, le rôle de journaliste. On ne passe pas sur les codes de déontologie de la profession, mais c'est certain que ces codes de déontologie sont importants dans un contexte de production de l'information. Les règles non écrites sont probablement plus intéressantes parce qu'elles prennent véritablement en compte la réalité commerciale du métier de journaliste. Mais ces règles non écrites ne sont pas suffisantes, à mon avis, de collecte d'informations. Ce qui est aussi intéressant à bien des égards, c'est de comprendre pourquoi une nouvelle va être présentée le soir ou dans un journal et pourquoi une nouvelle va être reléguée. Et une des manières qui a été proposée, c'est de le faire à travers les différents critères qui définissent la nouvelle. Avant cela, je vous propose un court extrait d'une émission satirique qui s'appelle The Onion aux États-Unis. C'est encore une fois en anglais, mais ça donne une idée un peu intéressante, une vulgarisation amusante de la construction d'un article ou d'un reportage télévisé. A desperate attempt to fill 24 hours of programming, here's some bullshit that happened somewhere today. We've got some footage here of the bullshit which began just after 3 o'clock this afternoon when residents in this neighborhood were shocked to see this fairly common thing happening. An attractive witness described the event in breathless terms. I went to my window and I was like, whoa, there's some bullshit happening. That happened right over there. I'm an older man, so you can trust what I say. Authorities in special uniforms rushed to the scene to stand around while our cameras filmed them. Our reporter Keith Collins joins us now live from the scene of the bullshit through the use of expensive technology. Good to be with you again, Keith. We have a colorful graphic here that shows instances of bullshit like this are on the rise. Is that right? Yes, although why is unclear. Some say it's because of one fucking reason. Others say it's because of some other fucking reason. I talked to this random expert on the subject who told me this thing you're about to hear him say right after he points at a piece of paper. I spent my entire life attending the nation's most prestigious schools to talk about bullshit like this. I'm really just happy to be on TV. Now let's see if we can drag this out a little longer by showing emails written by some of our viewers. I once saw some stuff kind of like the shit you're talking about happen. I have nothing more to add. Another person says, I am angry that things like this happen. I get mad about every bullshit thing I see. So obviously a lot of opinions there to make this story seem somewhat meaningful. Oh, absolutely, Glenn. This bullshit has some broader implications. Here's a list of tips on how to avoid bullshit happening to you. And here's some footage of Congress. Yes, I see that. Well, thank you, Keith. Let us know if there are any updates on this bullshit story from there. There's no way there will be. Very good. We'll check back with you in an hour anyway. I'm just some fucking guy. When we return, we'll look at live footage of a car chase taken from a helicopter and free associate about what's going on.
Le premier critère qui définit la nouvelle est la question de l'actualité. L'actualité se réfère à ce qu'il y a de nouveau, ce qui vient d'arriver ou qui va se produire. Actualité, nouveauté, instantanéité, immédiateté, tout fait rapporté doit toujours contenir une information nouvelle. Tout événement couvert, même s'il ne s'est pas déroulé le jour même, doit être forcément lié à l'actualité du jour. Ceci vaut également pour les sujets magazines qui commencent le plus souvent par une allusion à l'actualité. Le deuxième élément est la question de la pertinence. La pertinence est liée au fait que c'est quelque chose, c'est la suite logique d'un dossier qui a déjà été abordé par les médias. En l'occurrence, puisqu'un sujet a déjà été abordé par les médias, naturellement, le public va être intéressé à en suivre la conclusion ou les principales modifications ou ajouts. L'élément suivant est la vérité. Maintenant, la question de la vérité est un peu problématique pour la raison suivante. La question de la vérité est d'un côté central, à savoir, vous ne pouvez pas publier dans un journal une information qui est faux et qui peut être démontrée comme étant faux. De nombreux journalistes ont été littéralement bloqués de toute carrière future en journalisme parce qu'ils avaient fabriqué des nouvelles. De manière très, très, très connue il y a quelques années au New York Times, un des journalistes, Jason Blair, s'est fait renvoyer après avoir complètement fabriqué des reportages. Il avait falsifié des comptes de dépenses pour avoir visité, ou il avait supposément visité des lieux pour des entrevues. Il avait récupéré des entrevues faites avec par d'autres personnes et d'autres journalistes en se les attribuant. Évidemment, il s'est fait entièrement rejeter par toute la communauté journalistique qui n'accepte pas ce genre de fabrication et qui doit, soit dit en passant, les médias eux-mêmes doivent constamment imposer de nouvelles manières pour débusquer ce genre d'abus. Au Québec, plus récemment que l'affaire Jason Blair, vous avez eu l'affaire Bookingo qui avait aussi fait un peu la même chose, à savoir, il avait lui aussi fabriqué de toutes pièces des nouvelles ou des entrevues qu'il n'avait jamais données. La signification est importante également comme critère de la nouvelle, comme critère qui définit la nouvelle. Parce que si c'est quelque chose, si un sujet apparaît dans les médias, c'est qu'il a une certaine importance. Il a des conséquences sur la vie des acteurs et pour la société tout entière. Ça, c'est l'analyse de Pierre Sormali en 1990. Le journaliste doit essentiellement faire comprendre la signification, le sens, en resituant les éléments dans un contexte intelligible et compréhensible. La signification est également importante parce qu'elle est directement liée au concept de qu'est-ce qui est important pour les citoyens de savoir. L'élément suivant est l'intérêt. L'intérêt, c'est essentiellement ce qui va piquer l'intérêt d'un grand nombre de gens, aussi bien les préférences du public, mais aussi l'intérêt public. Les nouvelles doivent être intéressantes, mais ce critère est une fois de plus difficilement définissable, puisqu'il repose sur des choix subjectifs. L'intérêt, en l'occurrence, d'une nouvelle pour une chaîne comme Al Jazeera ne sera pas le même intérêt pour une chaîne comme CNN. Et quand vous allez avoir, par exemple, certains événements internationaux, une chaîne pourrait consacrer une heure complète sur ce reportage-là ou sur cet événement-là, alors qu'une autre chaîne pourrait totalement l'exclure. Encore une fois, l'intérêt d'une nouvelle, l'intérêt dans le choix d'une nouvelle était quelque chose qui est totalement subjectif. Dans tous les cas, on peut parler de ce qui touche les gens de près, ce qui les concerne leurs proches. Le traitement journalistique des faits et des gestes de personnes en vue, de personnalités au niveau local, régional, national et international. Ce qui pique la curiosité, ce qui étonne, c'est pourquoi dans le registre des faits inusités, la naissance d'une vache à 5 pattes ou un facteur qui mord un chien sont des faits qui peuvent devenir une nouvelle. Ces différents critères qui définissent la nouvelle telle que proposée par Sormani est intéressant, mais je trouve que c'est un peu trop didactique. Vous avez une deuxième liste qui a été proposée il y a plusieurs années et qui circule dans le domaine du journalisme, qui est tout à fait officieuse,
mais qui est tout à fait fascinante. Et je vous encourage, je vais y revenir plus tard, à lire et à voir l'information que vous devez suivre cette session, suivant cette même lentille-là, en essayant d'identifier les différentes facettes. Je parle ici des ingrédients de la nouvelle. Les ingrédients de la nouvelle, c'est essentiellement tous les éléments qui vont expliquer pourquoi une nouvelle figure en tête de peloton dans le journal, ou en tête d'affiche dans un journal, ou en début de bulletin à la télévision ou à la radio, et pourquoi d'autres sont largement écartés. Il y en a plusieurs qu'on va passer maintenant en revue. Le premier ingrédient est celui de la proximité. Maintenant, par proximité, on s'intéresse évidemment d'un point de vue géographique, mais ce n'est pas le seul critère. La proximité peut également être chronologique, idéologique, culturelle, linguistique, historique. La manière la plus simple de le voir, c'est prenons un accident d'autobus. Vous avez un accident d'autobus qui a lieu dans votre ville, 20 personnes sont tuées. Il est certain qu'avec ce genre de nouvelles, tous les journalistes, toutes les chaînes d'information vont rapporter cette nouvelle-là parce qu'elle a lieu très proche de chez vous. Prenez le même accident, un accident d'autobus, le même nombre de victimes, mais faites en sorte qu'il a lieu à Bangalore en Inde, par exemple, et les chances que vos médias locaux ou même nationaux en parlent sont beaucoup plus minces. Pourquoi? L'événement lui-même est le même. Ce qui change, évidemment, c'est la proximité. Les contacts avec le monde hindou sont beaucoup plus limités, ça se passe beaucoup plus loin, dans une région que le public connaît moins, et il y a certainement beaucoup plus d'événements locaux ou d'événements plus proches qui vont justifier de consacrer quelques dizaines de secondes lors du bulletin télévisé ou dans le journal. La proximité, évidemment, est idéologique et linguistique. Prenons par exemple le cas de l'Australie. Si vous avez le même accident d'autobus qui a lieu en Australie, il y a beaucoup plus de chances qu'en Occident on en parle, même si géographiquement parlant, c'est difficile de trouver un endroit plus loin que l'Australie. Pourquoi? Parce que c'est une langue, l'anglais qui est commune, parce que c'est un pays du Commonwealth, parce que c'est un pays dans lequel les journalistes ont déjà fait des échanges à l'étranger et se connaissent mutuellement. Donc les chances qu'on parle de cet événement sont beaucoup plus grandes. Le deuxième ingrédient, ce sont les conséquences de la nouvelle sur les citoyens, lecteurs, auditeurs, spectateurs. Les conséquences, c'est qu'il faut, pour être pertinente et pour être pris dans les journaux, que la nouvelle elle-même ait un impact sur le public visé, sur notre public. Pourquoi au juste, si par exemple il va y avoir une augmentation du taux d'imposition ou du taux d'impôt sur les méga fortunes à Dubaï, eh bien, ça n'a absolument aucun impact sur nos propres lecteurs si on habite en Amérique du Nord. Par contre, si cette augmentation d'imposition se fait sur les citoyens canadiens ou sur les citoyens américains et que cet impact va se faire ressentir directement sur nos lecteurs, dans ce cas, les chances qu'elle soit reprise en tant que nouvelle sont beaucoup plus grandes. Le troisième ingrédient, ce sont les personnalités, les gens connus, les célébrités. C'est là un des secrets de polichinelle du monde de journaliste, c'est que si vous avez quelqu'un de connu qui est touché directement par la nouvelle, alors les chances que cette nouvelle soit rapportée sont extraordinairement grandes. Les gens aiment le people. Ils aiment l'information divertissement, ils aiment les potins, et n'importe quoi qui se réfère à des stars ou à des personnalités connues va automatiquement avoir une meilleure chance de se faire reprendre. Ce dit en passant, les stars sont elles-mêmes très conscientes de cette réalité. George Clooney, par exemple, pendant de nombreuses années, a récupéré et a utilisé ses cachets alors qu'il était je pense qu'il l'est encore d'ailleurs, mais quand il est porte-parole de la firme Nespresso, il utilisait ses cachets pour financer du temps de satellite pour observer les mouvements de troupes au Darfour, où il se passait un génocide. Et à chaque fois qu'il était en entrevue, il parlait de la question du Darfour. Et il le disait tout à fait ouvertement. Si je parle du Darfour dans mes entrevues quand je suis en train de faire la promotion pour mon dernier film, c'est parce que je suis parfaitement conscient que si ce n'est pas moi qui en parle, personne va en parler.
Vous avez là un exemple concret de ce système de vedettariat et comment ce système de vedettariat est directement lié à la couverture de l'information. Un autre exemple intéressant par rapport à cela, c'est tout ce qui a à voir avec les porte-paroles. Vous avez un nouveau festival, une semaine de mobilisation, une semaine de conscientisation. Les organisateurs vont presque toujours aller chercher une personnalité connue. Pourquoi? Parce que une conférence de presse ou une entrevue donnée à une vedette va avoir beaucoup plus de chances de piquer l'intérêt des médias. Certains grands groupes médiatiques comprennent tellement bien cette réalité du vedettariat et de l'importance d'un star system, c'est qu'ils créent eux-mêmes au sein de leur groupe médiatique un système de vedettariat. Québecor au Québec, on l'utilise à outrance. Québecor, on en a déjà parlé précédemment, va aussi bien avoir des chaînes de télévision que des journaux, que des hebdomadaires, va avoir des magazines de mode, va avoir des sites internet, va avoir des agences de presse, vend des disques, des maisons de disques, vend des disques dans des chaînes de magasins de disques, bref, contrôle entièrement à travers leur concentration médiatique tout un éventail de diffuseurs et de producteurs de contenu. Qu'est-ce que cela fait en sorte? Eh bien, ça fait en sorte qu'ils sont capables de créer à l'interne des vedettes instantanées, qui sont capables ensuite de faire mousser le lectorat et les codes d'écoute de leurs produits et de leur programmation. C'est ainsi que, par exemple, pour une émission comme Star Academy au Québec, Big Brother ou n'importe quelle nouvelle télé-réalité, eh bien, vous allez avoir dans le journal le matin une présentation de ce qui va se passer à l'émission du soir. Lors de l'émission du soir, vous allez avoir non seulement des performances, mais vous allez avoir des publicités pour annoncer que vous avez tout un contenu original si vous vous abonnez à la plateforme en ligne de Vidéotron ou de Québecor. Et vous allez aussi avoir sur cette plateforme une annonce pour le prochain numéro du journal d'entrevue qui va aller plus en profondeur avec qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Et qu'est-ce que ça fait en sorte? Eh bien, ça fait en sorte que toutes ces entrevues, que toutes ces productions croisées font ce qu'on appelle un effet caisse de résonance, qui donne une amplitude artificielle à des phénomènes qui sont honnêtement complètement sans le moindre intérêt d'un point de vue de l'opinion publique ou d'un point de vue de l'intérêt public. Métro Papineau vers 10h, Paul. Et là aussi, le problème persiste. Pierre, ça fait 2 bonnes heures là, que les événements se sont produits dans le métro. Là, regardez, c'est encore le problème complet. Regardez les gens bondés des autobus. Bonjour. Allô? Combien de temps vous avez perdu ce matin? 2 heures. 2 heures? Ah ouais? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Ben, ça arrive, mais moi, j'ai pas de contraintes au travail, fait que c'est voilà. facile. J'ai un rendez-vous au centre-ville, alors je serai en retard. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est fait dans le métro ce matin? Ben, je trouve que c'est pas vraiment nous, on est pris en otage, mais je comprends les étudiants aussi. J'imagine que ça vient de là. D'accord. Je vous laisse aller, bonjour. Alors, on le voit, évidemment, le trafic, c'est une heure de pointe. C'est comme si c'était en pleine heure de pointe ce matin. Bonjour. Est-ce que longtemps que vous êtes dans le trafic, vous? Ben, ça fait 15-20 minutes, là, je suis parti. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Montréal? On commence cette année, là. On aimerait ça penser à d'autres choses. C'est pas évident la situation, même pour des déplacements pour tout le monde. Vous travaillez dans le trafic. Merci. Oui, on vous laisse aller. Bonne journée. Merci. Alors, on va aller voir maintenant. La situation commence à se rétablir parce que là, on arrive au métro Papineau. Évidemment, tout à l'heure, c'était l'enfer ici, mais là, la situation commence à se rétablir. Donc, on voit encore, il y a des gens, on va aller voir ça, des gens qui attendent. Et là, à côté, il y a des gens il y a de toute évidence une manifestation. On va aller voir ça, Pierre. Vas-y. Paul, pendant que vous vous rendez... Ici, on a des gens, évidemment, des pro-étudiants. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de où, vous? Cégep de Saint-Laurent. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été fait à Montréal aujourd'hui?
l'enjeu de la manifestation aujourd'hui. Mais c'est quoi le rapport? Les gens sont... Vous savez de cette situation? Ben écoutez, le métro était paralysé, la ville est paralysée au complet. Et qu'est-ce qu'on sait de ça? Il y a eu des bombes fumigènes dans le métro à Montréal ce matin. OK, et puis? Et puis quoi? Vous trouvez pas ça sérieux, vous? Demandez à la ministre ce qu'elle en pense. Demandez au gouvernement ce qu'il en pense. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que le responsable de avec cette ça, situation-là, je pense que ceux qui sont responsables de cette situation-là, c'est ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Mais qui a et qui ne veulent activé pas la bombe reculer. fumigène? Est-ce que c'est la ministre ou Le c'est... savez-vous, vous? On ne sait pas. Bon, très bien. Alors pourquoi vous sous-entendez que c'est des étudiants? Vous pensez pas que c'est ça? Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'on le sait? Moi, je pose la question. Moi, j'en sais rien. D'accord. Bonjour. Vous avez là un exemple superbe de l'importance du conflit, parce que effectivement, le conflit est un des ingrédients primordiaux de la nouvelle. Le conflit intéresse, le conflit interpelle, le conflit crée une réaction viscérale et émotive auprès des gens qui le regardent. Les nouvelles doivent être intéressantes, mais s'il y a une dimension conflictuelle, cela amène une dimension de spectacle qui va beaucoup plus loin. Dans un contexte où justement on recherche constamment de l'auditoire, on cherche constamment à présenter quelque chose qui titille non pas seulement la curiosité du public, mais sa soif sa soif de divertissement et d'exutoire. Les situations conflictuelles constituent une ressource fantastique pour les médias. Et là, quand on parle de conflit, on ne parle pas simplement d'un conflit interétatique, mais comme vous pouvez le voir comme dans cet exemple d'émission, de reportage il y a quelques années, lors de la dernière crise étudiante, lors de la dernière grève étudiante, les journalistes vont activement chercher le témoignage qui est le plus susceptible de faire réagir. L'idée n'est pas de tempérer ou de calmer les passions, mais c'est au contraire de les fouetter, de les attiser, de faire en sorte que d'un seul coup, les gens ont encore plus envie de retourner aux nouvelles. Une chaîne aux États-Unis comme Fox News et la plupart des chaînes conservatrices et de droite aux États-Unis reprennent ce modèle-là avec énormément d'efficacité. Dans une étude qui a été publiée il y a quelques années, on s'est rendu compte que les gens qui regardaient Fox News sur une base quotidienne étaient littéralement drogués. Non pas seulement à l'information qui en est fournie, mais à la réponse émotive qui est associée. Et ce qui est encore plus intéressant que cela, c'est que c'est une bonne manière de comprendre la fidélité des gens qui vont regarder les nouvelles de Fox News pour une raison qui est très simple. Et là, il faut voir l'enchaînement logique. Vous avez la classe présidentielle, le président américain et les conservateurs, et soit dit en passant, des politiciens de plus en plus partout sur Terre, qui vont faire face à n'importe quelle critique médiatique comme étant des fausses nouvelles. Donc, fausse nouvelle est liée à la dimension de la critique. Tout ce qui est chaîne d'information conservatrice n'est évidemment pas considéré comme fausse nouvelle. Alors, regardez comment le processus se fait. Les gens qui sont alimentés à la colère en regardant quotidiennement, plusieurs heures, parfois par jour, une chaîne comme Fox News, sont dopés à cette colère-là. Quand ils regardent une chaîne d'information qui ne fonctionne pas sur cette même dose de cheval de colère et d'émotivité, ils n'ont pas la même réaction physique et psychologique à leur visionnement. Ce qui fait en sorte que pour eux, fausse nouvelle est associée à nouvelle qui ne fait pas réagir. Vraie nouvelle est directement associée à la colère qui est provoquée. La question de l'émotivité en général et du conflit en particulier dans le choix des nouvelles est devenue depuis la dernière décennie un élément fondamental dans la sélection et la présentation des informations. La cinquième nouvelle qui vient encore une fois reprendre cette idée de l'émotivité, c'est l'intérêt humain. On va toujours chercher l'angle qui va titiller justement l'émotivité du public et l'intérêt humain. Des histoires de maladies, des histoires de succès, des histoires d'échecs qui ont été surmontés, des histoires d'handicap, de blessures, de maladies, sont tous des éléments qui vont être mis de l'avant dans les chaînes télévisées pour attiser les codes d'écoute et pour donner une orientation à un reportage qui va permettre de créer, encore une fois, une réponse émotive. L'avant-dernier ingrédient, c'est l'ingrédient de l'insolite. Qu'est-ce que l'insolite? Eh bien, c'est
Quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est un nouveau champion pour le concours du meilleur mangeur de hot dog, du plus gros mangeur de hot dog. C'est l'histoire du facteur qui se fait mordre du facteur qui mord le chien au lieu que ce soit vice versa. C'est quelque chose qui fait sourire, c'est quelque chose qui divertit, c'est quelque chose qui amuse et qui, encore une fois, s'inscrit directement dans une logique de psychosociologie du public. Pourquoi au juste pensez-vous que la nouvelle insolite se retrouve toujours à la fin du cahier du journal, ou se retrouve toujours à la fin de la page d'un site web, ou à la fin du reportage télévisé ou des nouvelles télévisées ou du radio-journal? C'est une raison qui est très simple. La psychosociologie du public mentionne que les gens vont toujours rester sur leur dernière perception d'un événement. Ce qui fait en sorte que si vous écoutez les nouvelles pendant une demi-heure, avec que des mauvaises histoires, que des histoires de pandémie, de crimes, de meurtres, de violences et d'émeutes, mais qu'en fin de journal, vous avez une nouvelle qui fait sourire, qui amuse, ce que vous allez retirer de votre écoute, c'est cette petite montée de positif à la fin, qui va invariablement vous amener à revenir pour répéter l'exercice. Voilà l'ingrédient de l'insolite. Et finalement, le dernier ingrédient, le sexe. Le sexe est quelque chose d'extraordinairement important pour une raison qui est très simple. En anglais, il y a même une expression consacrée qui est « sex sells ». Le sexe vend. Je vous présente à l'écran en ce moment même Anthony Weiner. Anthony Weiner est un ancien représentant démocrate de l'État de New York, une star montante du Parti démocrate il y a quelques années, qui s'est fait attraper en textant des photos, on pourrait dire de lui, dans un contexte à des étudiantes et à des admiratrices. La nouvelle va vous faire le tour du monde. On va en parler en long, en large, sans arrêt pendant des jours et des semaines. Et même quand, après avoir quitté la vie publique pendant 1 an ou 2, il va revenir à la mairie de New York, toutes les blagues vont tourner autour de ce scandale sexuel qu'il avait dû confronter. Voici donc les différents ingrédients de la nouvelle. La proximité, les conséquences de la nouvelle sur les citoyens, les personnalités, les célébrités, les situations conflictuelles, l'intérêt humain, l'insolite et le sexe. Tous ces éléments ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que quand vous allez voir un reportage ou quand vous allez lire un article, ce n'est pas simplement basé sur l'intérêt humain. Ce n'est pas simplement basé sur les personnalités publiques ou la conséquence de la nouvelle sur les citoyens. Chaque nouvelle va en réalité être un assemblage de plusieurs ingrédients différents. Ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est que, et soit dit en passant, il n'y a pas véritablement de gradation sur quel est le plus important, à part peut-être la proximité qui va être peut-être le facteur premier. Il faut voir une production de la nouvelle comme étant une combinaison de ces différents ingrédients, et plus un événement va rassembler plusieurs de ces ingrédients, meilleures sont les chances que la nouvelle soit reprise en tête d'affiche dans les grands médias. C'est tout particulièrement le cas, par exemple, si vous regardez le téléjournal ce soir, faites l'exercice. Faites l'exercice d'analyser juste à travers ces différents ingrédients, qu'est-ce qui a bien pu motiver les éditeurs et les responsables de la mise en onde de choisir ce sujet plutôt qu'un autre. Et vous allez voir que ces ingrédients sont systématiquement présents dans le choix. Nous avons avec cette partie parlé évidemment en grande partie du métier de journaliste en général, des pressions sur les journalistes dans la production des reportages. L'objectif dorénavant, c'est de véritablement concevoir l'information comme étant une fabrication. On fabrique l'information. L'information n'est pas tout simplement neutre, il y a toujours une orientation qui va la motiver derrière. J'espère qu'avec ces différents outils que nous avons vus jusqu'à maintenant, vous allez être plus apte à décortiquer justement cette information pour tirer profit
d'une vision beaucoup plus subtile et complexe de la réalité du travail de journaliste et des éditeurs aujourd'hui. Tout particulièrement quand vient le temps de parler de conflits qui deviennent non pas seulement quelque chose digne d'intérêt pour des raisons d'information ou d'intérêt public, mais tout particulièrement parce qu'il s'agit d'un ingrédient important pour attiser l'attention du public et mobiliser l'attention des annonceurs.